nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 et Amel Larrivée nous rejoint comme chaque matinée. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien. Ça se passe bien? Elle est bien, Amel? Oui. Elle a passé un bon week-end, Ah, Amel. très très bon week-end. N'est-ce pas? Ah oui, je me suis régalée. Ah, ben, j'imagine. Beaucoup de personnes se sont régalées, Oui. apparemment, ce week-end. Ah oui. À part les agriculteurs. Toute la journée. Probablement. Pardon? À part les agriculteurs, probablement. Peut-être, oui. Peut-être, oui. Oui, peut-être. On ne sait pas. On ne sait pas. On sait Peut-être que pas. c'est bon pour l'agriculture Oui. d'un côté. Je ne sais pas. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner, voilà, effectivement. Alors aujourd'hui, Amel, comme chaque samedi, avec notre ami Ahmed Khalid Hassen, nous allons nous intéresser à une autre personnalité qui a marqué son temps, à une personnalité qui a beaucoup travaillé, qui a fait beaucoup de recherches sur la musique. Il est donc musicologue, il est intellectuel, il nous donnera plus de détails dans un petit moment. Mais sinon, Amel, il y a une terminologie très en vogue en ce moment, une caractéristique, un adjectif, on va dire, très en vogue en ce moment. D'accord. Toxique. Toxique. Oui. D'accord. Donc, tu as déjà rencontré? Environnement toxique, manager toxique, collègues toxiques, des gens toxiques profs aussi. toxiques, enseignants toxiques, des gens toxiques, des voisins toxiques. Ah oui, on en connaît. On en connaît. Elle en connaît en plus. Hein. Oui. Alors, paraît-il que la toxicité, c'est en vogue en ce moment. Okay. Alors, on utilise cette terminologie un peu à tort et à travers. Parfois, nous avons juste besoin de... Enfin, besoin non, mais parfois, on passe par une petite pression de rien du tout et qui est parfois nécessaire pour l'accomplissement ou l'atteinte d'un objectif particulier. Et puis, hop, ça devient toxique. Ah oui. Alors, qu'est-ce que toxique? Quelle est la différence entre toxicité et une pression de travail normale? Qu'appelle-t-on donc toxique? Et surtout, comment lutter contre la toxicité? Toutes ces questions, eh ben, notre ami Yacine Yalla nous répondra dans un petit moment. Et aussi, comme vous le savez, le 19 mai de chaque année, nous commémorons une date très particulière, une autre date charnière dans justement l'histoire de l'Algérie, de la révolution algérienne, là où les étudiants ont décidé donc de quitter les bancs de l'école pour rejoindre donc les rangs de l'ALN et les rangs du FLN. Et bien justement aujourd'hui nous allons faire la rencontre, nous allons recevoir l'un de ces étudiants qui a d'ailleurs vécu cette époque-là. Il viendra témoigner, il viendra nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Et d'ailleurs, en cette occasion du 19 mai, une stèle a été érigée en hommage à tous ces étudiants qui ont exprimé de façon radicale la colonisation en Algérie. Nous allons en parler en sa compagnie dans un petit moment. Et comme chaque samedi, nous terminerons l'émission en compagnie de notre amie Amina Zeri. Cette fois-ci, c'est une styliste qu'elle va rencontrer, qu'elle va nous proposer. Voilà, pas rencontrer, mais elle va nous proposer, elle sera parmi nous. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Oui, donc, il y a une belle image derrière, non? Ta joie va continuer plus à l'est, pas au centre. Plus à l'est, oui, plus à l'est. Mais ça reste toujours de bonnes nouvelles. Hein. Ouais. Tant qu'il y a de la pluie, c'est bien. Là où elle tombe en Algérie, il n'y a pas de problème. Moi, ça me cause pas de problème. Ah, bah c'est parfait. Tu nous donnes un peu plus de détails, Amel? Allons-y. Allez, ce sera juste après cela. Merci. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et tu nous disais qu'on aura des pluies un peu plus à l'est. À l'est, voilà. Un peu plus de détails, Amel? On va développer. Merci Nour. Merci à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera généralement dégagé sur les régions de l'ouest avec de la brume en ce début de matinée et quelques pluies par endroits en matinée. Puis le ciel restera généralement dégagé tout au long de la journée. Par contre, vers le centre et l'est, eh bien on aura des passages nuageux qui vont donner quelques pluies sous forme d'averses, mais plus sur le centre-est et l'est du pays. Et durant cette matinée, eh bien on aura des pluies qui sont parfois localement assez marquées sur les hauts plateaux, centre et est, et même parfois accompagnées de chutes de grêle, mais en matinée. Puis l'amélioration se fera sentir en fin d'après-midi sur le centre-est et l'est. À noter des vents forts sur le haut plateau centre et est qui peuvent engendrer quelques particules de sable en suspension, bien sûr, avant l'arrivée de la pluie. La moitié sud connaîtra des passages nuageux également vers la Saoura, le Nord Sahara, les Oasis, l'extrême sud, le Égard et le Tassili, et plus vers le sud du Sahara oriental avec développement
regroupement de foyers orageux sur le Ghat Tassili et le sud du Sahara oriental. Quelques pluies prévues vers le Nord Sahara et les oasis avec des vents forts qui vont engendrer des éléments de sable vers la Saoura, le Nord Sahara, les oasis. Donc la visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Soyez très vigilants où le vent peut arriver jusqu'à 70 km/h. Les températures, quant à elles, eh bien, elles vont baisser par rapport à hier. Le minimum, 13 degrés seulement à Al-Biyad, 16 à Djelfa, 17 à Sétif, Batna, 20 degrés à Guelma et Oran, 23 à Annaba, Alger, 21 à Tizi Ouzou, 26 degrés du côté de Tlemcen et 27 le maximum à Relizane. Au sud, 25 degrés à Gardaya, 28 Béchar, 30 à Biskra, 34 à Tindouf, 38 à Drar, 39 à Tamanrasset, 44 degrés à Ilizi, 42 à Janet et 45 degrés le maximum cette fois-ci, Bodj, Bedi Mourtar et Ingzam. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera plutôt peu agitée sur les côtes ouest et centre avec des vents faibles 10 à 20 km/h et plutôt agitée sur les côtes est avec des vents forts jusqu'à 50 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. Un petit voyage du côté de l'Amérique du Nord où on aura quelques faibles pluies du côté de Montréal, New York, également Miami, nuageux à Mexico, des passages nuageux à Dallas, également Vancouver, partiellement vallée en Californie. Le mercure affichera 11 degrés à Montréal, 18 Vancouver et New York, 19 à Washington, 29 à Miami, 26 à Mexico et 32 degrés le maximum cette fois-ci à Dallas. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Des températures très variées sur le territoire. Exactement. N'est-ce pas? Il y a des températures un peu basses et des températures un peu plus élevées quand même. Voilà, 27 à Relizane, 13 à Al-Biyad. Oui. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence, effectivement. Effectivement. Voilà. Et puis des températures plutôt agréables. Agréables sur l'ensemble, oui. Voilà. Mais au sud, non. Au sud, il commence à faire chaud quand même. Hein. 45, c'est la période. Oui, 45. C'est la période, effectivement. Ouais. Et justement, en parlant de sud, la photo d'aujourd'hui, l'image du jour, nous emmène du côté du sud, dans l'une des plus grandes villes ou plus grandes oasis aussi, du sud et du Sahara algérien. Alors, on remercie notre ami ingénieur du sang Zahra qui a fait le choix pour nous. Alors, Touggourt, c'est la capitale donc, de Ouadrir. Elle est située à 660 km, donc au sud-est d'Alger. C'est une très très belle oasis, effectivement, dont le nom signifie littéralement porte d'entrée, et aussi elle est très connue par l'artisanat, le tissage et aussi la broderie. Ah oui, voilà. Très très belle. Magnifique broderie. Ouais. Ah, j'ai le même. Ah, je suis très contente. Ah, d'accord. Ah oui, c'est magnifique. C'est très très joli, oui, effectivement. C'est fait généralement avec un fil de laine. D'accord. Voilà. C'est très beau. Très très belle broderie. Voilà, merci beaucoup donc à Zahra et aussi à Clément pour le petit voyage qu'ils nous ont proposé à travers ces photos en cette matinée. Amel, merci beaucoup. C'est moi. On se retrouve tout à l'heure après le télévisé du midi, après celui de 19h. Demain à partir de 8h en compagnie de notre amie Amel Ami. Merci beaucoup Amel, allez à tout à l'heure. On continue, pause musicale comme à chaque fois. Et cette fois-ci, ce sera Riwaya qui est interprétée par Tico Bawin et le groupe Tel. حبك حكاية يا للناس انتي رواية كلك إحساس حبك حكاية يا للناس انتي رواية كلك إحساس حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية
حبك حكاية انت رواية حبك حكاية لا ليلى ليلى لا ليلى 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 اوه لا ليلى 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 لا 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 ليلى ليلى انت القمر في ليلة سمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انت القمر في ليلة سمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية Et voilà, donc très très belle chanson qui a réuni le groupe Day et aussi le groupe Tigo Bawin, un très très beau brassage entre le nord et le sud de l'Algérie. Et cette fois-ci, donc nous allons nous intéresser à un autre intellectuel, une autre personnalité qui a fait beaucoup de recherches sur l'histoire, mais aussi sur la musique. Il s'agit donc de Ahmed Safta et c'est une personnalité à laquelle notre ami Ahmed Gargassen s'intéresse aujourd'hui, mais ce sera juste après cela. Bonjour Ahmed. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaikum. Sabah al-nour. Barak fik, ça va? Ça va, La baisse? ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça te faisait tout drôle de voir les Touaregs avec un arrière-plan Exactement. de Méditerranée? On a l'habitude de voir des vagues, des dunes de sable, et là c'est des vagues d'eau. Oui. Et c'est la même forme, donc physiquement on voit la même chose, mais c'est pas la même chose. Et ça fait... C'est pas la même couleur. C'est pas la même couleur, et c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est bien, c'est bien. Effectivement, c'est impressionnant. À un moment donné, on se dit, ce sont deux entités qui peut-être ne se rencontrent pas. Mais, et pourtant... On a le nom de la ville de Tlemcen, on dit l'une des interprétations, Tlemcen, donc c'est les deux qui se rencontrent, donc c'est le Tel et le Sahara, donc c'est comme ça, donc ça se fait, ça se fait, pas de problème. Donc, oui. Eh ben voilà. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à une autre personnalité qui a aussi marqué son temps, qui a marqué notre temps aussi. Cette fois-ci, c'est un chercheur en musicologie. Voilà. C'est encore une personnalité très curieuse parce que c'est l'un des produits de la Médersa. Donc la Médersa qui a été conçue par l'occupant français pendant le 19e siècle. Donc ils ont fait quand ils ont conçu la Médersa, c'était fait pour former pardon. Merci d'être mon miroir. Donc, le muslim mir'atun li ahya. Pour l'instant, mir'at, c'est la régie. C'est très bien. Donc, quand elle a été conçue, la Médersa a été construite pour former des intellectuels algériens, pour encadrer l'administration, surtout du culte musulman, dans le sens où il fallait contrôler ce culte. Mais à la fin, donc, yamkuruna wa yamkurullah,
le produit qui en est sorti, c'est des intellectuels de grande envergure. Donc, il y a en premier les premiers enseignants, donc il y a Cheikh Abdelkader Medjaoui, il y a Abdelhalim Ben Smaya, il y a Cheikh El-Kamal, il y a Ben Chenab, etc. Et puis, on a vu au XXe siècle d'autres produits, donc avec Choukri Khouja, avec les romans qu'il a écrits, donc il y a plein d'intellectuels, il y a le travail de Cheikh Ahmed Ben Hamouda, Étoile et Constellations, il y a Haj Sadour qui a fait un travail sur l'Idrissi. Donc c'est une classe d'intellectuels très intéressante qui a su à la fois garder et l'identité parce qu'ils maîtrisaient la langue arabe, ou bien il y a certains qui ont même étudié la langue berbère, ou même en français. Donc c'est des gens qui ont beaucoup écrit, donc entre autres Haj Hammou, Abdelkader Haj Hammou, on en a parlé dans une série. Aujourd'hui, on va présenter Ahmed Sefta. C'est un bonhomme très discret parce qu'il s'est au début lancé dans la justice. Il était Bach Adl, donc il a commencé très loin à Tablat, il a commencé avant des années 40. Donc il y a le câble qui sort. Ah, donc on le voit sur la photo. Exactement. Il est né en 1918 à Ténès. Avec un regard très expressif, très perçant. Exactement. Donc, et ça se voit que donc il a commencé dans la justice et il est devenu par la suite procureur, magistrat. Mais il n'a pas oublié aussi l'intérêt à la vie intellectuelle. Donc, il a écrit des articles, il a donné des conférences, il a été membre fondateur de l'Union des écrivains algériens avec Siqdour Mohamed Sajil Adkro al-Akhir. Il a été aussi premier président de l'association Sundoussia. Oui. Et aussi, donc, il est plus connu maintenant avec son travail études sur la musique algérienne, donc, où il a rassemblé, c'est la collection des conférences, disons, donc, c'est des émissions qu'il a données à la radio. D'accord. Donc, il en a fait ce livre, donc il les a collectionnés. Il expliquait des textes, il donnait un peu des rappels historiques, il décrivait, et puis il faisait passer des passages de musique avec notamment Mahidine Bechtarzi et tous les grands musiciens. Donc, mais ce que j'ai découvert en préparant cette rubrique, c'est qu'il a été aussi romancier. Il a publié 2 romans. Je m'excuse, l'exemplaire est très vieux, donc je l'ai acheté à l'époque. Donc ça prouve qu'il a bien servi, Ahmed. Exactement, il a vieilli. Ça prouve qu'il a bien servi aussi. Tu vois, le papier à jauni, c'est un des... Après, ça a un impact très particulier, hein, le papier qui jaunit comme ça. Exactement, il est publié en 1989. On voit que l'exemplaire a vieilli, mais donc ça dénote un peu l'importance du travail donc, de ces gens. Donc il a publié aussi deux romans en arabe, Tifloun Mutamarrid, et un truc qui m'a vraiment surpris, comment il l'appelait, Malini Amirat al-Hind. Donc c'est un roman qu'il a écrit sur une princesse d'Inde, une indienne. Donc il est parti chercher et le cadre. Donc il a fait un travail. Et puis on est environ en quelle période? Les travaux. Donc Malini l'a publié en 68. L'enfant révolté en 1985. Mais je ne sais pas quand est-ce qu'il les a écrits. Des fois on écrit, on laisse, puis quand l'occasion se présente, on publie. Et avec Mahidine Bechtarzi, il a fait aussi du théâtre. Il a traduit un mythe. Homme de culture comme à 360 degrés finalement. Ça, ce qu'on est en train de voir, c'est la couverture de son dossier de torture. Il a été arrêté pendant la Révolution. Il a même été torturé, donc et on voit que c'est un pavé, donc on voit que le dossier est rempli parce qu'il y a plein de, donc il a gégène, etc. Dans les parties du corps les plus sensibles, et on a toute la description. Donc les extraits que j'ai pu voir, donc c'est vraiment touchant. Donc on voit que le bonhomme, donc c'est quelqu'un qui a été, donc il a payé de sa chair l'indépendance lui aussi.
Donc on voit que même ces intellectuels, donc quand on pense qu'ils font que de la théorie, mais dans la guerre de la révolution algérienne, donc c'est des gens qui ont... Là, c'est un parcours qu'on retrouve très souvent chez les intellectuels. Ahmed, ce sont des gens qui ont été torturés, qui ont été emprisonnés, donc qui ont lutté durant la guerre de libération, mais qui ont continué leur lutte finalement après l'indépendance. La lutte ne s'est pas arrêtée à l'indépendance. Je pense qu'en fait, il avait ce sentiment de responsabilité vis-à-vis de la société. Donc, ils étaient... parce que, tu sais, quand on est intelligent, on souffre doublement. Oui, on souffre parce que quand on voit que là donc on souffre avant que l'événement ne vienne, parce qu'on sait que ça viendra, et on souffre quand le coup arrive, quand la crise arrive, donc on souffre tout le temps. Et eux, quand ils étaient très peu, donc à peine peut-être 1% de la population, donc ils voyaient... Ça, c'est une photo que j'ai prise de son rapport sur la réforme de la justice algérienne qu'il a fait, donc la justice musulmane en Algérie, qu'il a publié en 1959. Et là, pour la première fois, on voit la cour des musulmans, donc on voit les dames qui sont... donc, on les reconnaît avec les Donc on voit que la justice musulmane, elle était particulière, elle avait ses dispositions, elle avait sa distribution, elle avait son décor qui était particulier. Et je pense qu'au milieu, donc assis au bureau, c'était lui, je crois que c'était lui. J'ai essayé de reconnaître, la photo n'est pas très nette. La posture, mais je crois que c'est lui. Donc là, il a fait tout un travail sur la réforme de la justice musulmane. C'est l'un aussi de ses travaux qu'il a publiés. Il a travaillé, il a fait un travail de sociologie sur la condition féminine en Algérie, donc connaissance du monde féminin et de la famille en Algérie, et essai de synthèse documentaire entre 1947 et 1967. Donc c'est vraiment la période charnière qu'il a étudiée. Et il a donné une conférence aussi au Centre culturel algérien en France pendant les années 80. Et je disais qu'il a même, avec Mehdi Mechtarzi, ils ont adapté un mythe grec, Antigone de Sophocle. Donc c'est un mythe qu'il a lui-même traduit et qu'ils ont adapté au théâtre. Là, on le voit, donc c'est une photo de... Le poète de la Révolution. Exactement. Donc on a Moufdi Zakaria, on a Sekoudor Mohamsadji, on a lui. Et là, c'était à Ténès en 1964. C'est une photo, je crois, qui proviendrait des archives de Sekoudor Mohamsadji. Il y a aussi une autre photo très intéressante. Dommage, je n'ai pas retrouvé ces romans, donc il a publié, mais je ne les ai pas, donc on n'a pas la couverture. Bon, j'essaierai de les ramener, donc si j'arrive à les localiser. C'est un appel qu'on lance, hein. Probablement il y a des personnes qui ils ont des exemplaires. Il a une fille qui a fait aussi une carrière de chercheur. Ah, là, c'est la photo de prédilection. Là, on le voit très jeune. Oui. Parce que le mufti Cheikh Mohamed Baba Amar est vieux. C'est quand ils allaient pour l'observation du croissant lunaire. Et là, c'est au coudé à l'observatoire d'Alger. On l'a vu donc à l'extrême droite. Donc lui, c'est lui qui était à droite. Il était très jeune. Parce qu'il était dans il était dans la justice musulmane. Et il y avait le Qadi, lui il était Bachad, je crois à l'époque. Et le Qadi, il était au milieu en moustache, c'était Chanzarli. Donc on voit tout le personnel. Il y avait le mufti Hanafi Ben Chiko. Il y avait aussi l'imam, l'un des imams de la mosquée, c'est Mohamed Choutri. Là, c'est une autre photo du même événement, donc en 1964, avec Sekoudor Mohamsadji. Au milieu, on a Moufdi Zakaria. Et on a vu à un certain moment une photo où il y avait Cheikh Mehdi Mechtarzi assis. Là, c'était l'hommage qu'ils avaient rendu à Mehdi Mechtarzi. J'ai pris la photo de la page de notre ami Abdelhakim Ziani Rabbi Yarhamou. Parce que c'est exactement. Et on voit c'est Abdelhakim en moustache turque à droite. Ah oui, il était jeune. Il était jeune. Donc c'est Ahmed Seftaï au milieu. Et à côté de lui, à sa droite, il y a Ismaïl Hanni. Ismaïl Hanni. Exactement, on le voit donc avec une classe d'intellectuels algériens qui était là autour de Mehdi, parce que c'était l'hommage qu'il lui avait rendu à Mehdi Mechtarzi. Donc voilà, donc, pour ceux qui s'intéressent aux études de la musicologie, à la sociologie, qui s'intéressent aux romans donc, en Algérie, donc ils ont une personnalité comme c'est Ahmed Sefta. Et
et beaucoup d'autres. Donc, Juste pour rappel, Ahmed, par rapport à cette personnalité que tu nous as choisie aujourd'hui, donc Ahmed Sefta, je sais que tu as fait beaucoup d'efforts finalement pour pouvoir collecter toutes les informations qui tournent autour de sa vie, de son parcours, n'est-ce pas? exact, parce que j'ai pas trouvé de biographie faite. Donc j'ai cherché, donc j'ai dû donc chercher sur le net dans les extraits de livres qui sont scannés sur le. Donc j'ai pris des informations et c'est là que j'ai pu glaner. Il a une fille comme Camilla qui est chercheur aussi et qui a été présidente de l'une des associations de musique, Rythme Harmonie, avec Bahjar Hal, notre diva. Donc, j'espère qu'elle va penser écrire quelque chose sur son père. Peut-être republier les romans, faire une autre édition. Exactement, pour le faire connaître parce que vraiment, il mérite vraiment un parcours atypique. Exactement. Quand même. C'est des parcours à 360 degrés. C'est la collection de tous ces parcours qui nous expliquera un peu cette façon d'aborder la chose, donc le militantisme des Algériens, à la fois la participation, leur contribution, comment ils voyaient la chose, chacun de sa façon, chacun à sa façon. Et donc ça nous donne un peu une image, ça complète l'image qu'on a sur le mouvement national, parce que au-delà du mouvement national, donc tout ce qu'il y avait comme grève, comme mouvement politique, comme association, comme groupe, il y a Jum'iyat al-Ulama, tous ces gens qui travaillaient. Il y a aussi le travail de ces gens qui étaient, ces intellectuels qui essayaient d'aborder le colonialisme en tant que concept, donc qui ont conceptualisé, donc comme Ahmed Choukri, donc dans son travail, dans ses romans, quand il essaie de voir donc le fils, le Ulj. Donc c'est le Gaouri qui devient musulman, qui n'arrive pas à s'intégrer. Il y a aussi le musulman qui essaie de s'intégrer, qui n'arrive pas à s'intégrer. Et là, il démontre que vraiment l'histoire de la... comment ils appelaient ça donc, ce que proposaient les Français aux Algériens, c'était de créer quelque chose, de fondre dans la culture française et de disparaître, d'abandonner leur identité. Et là, donc intellectuellement, donc en écrivant, théoriquement, il a démontré que c'était impossible parce que on ne peut pas abandonner une partie de soi, son identité, donc c'est vraiment impossible. Donc tous ces travaux nous permettent de voir donc, ces façons, ces propositions, comment ils les ont abordées, comment ils les ont comprises et comment ils les ont traitées aussi pour qu'à la fin, on arrive au 1er novembre 1954 parce que c'est le résultat de tout un travail intellectuel, de militantisme politique, militantisme aussi de scouts, toute cette société qui a réagi à la condition inhumaine dans laquelle étaient plongés les Algériens. Donc, parce qu'il ne faut jamais oublier, on était des indigènes chez nous. Alors, tu parlais de militantisme sous toutes ses formes. Ahmed, il y a aussi le militantisme cinématographique. Exactement. Et hier, nous avons perdu l'un des piliers, le doyen, l'un des piliers donc, du cinéma algérien, Lakhdar Hamina, il nous a quittés hier, pendant qu'un hommage, au même moment où un hommage au Festival de Cannes lui a été rendu. Donc, il nous a quittés à l'âge de 95 ans, laissant un héritage, un patrimoine cinématographique. Et on rappelle donc qu'il est né donc, le 26 février 1934 et donc il a été lauréat de la Palme d'Or en 1975. Donc c'est au film Les années de Braise. Voilà. Il nous a quittés hier à l'âge de 95 ans. Voilà. Donc un hommage lui sera rendu durant notre émission. Inch'Allah. Voilà. Et comme ça, c'est la vie. En tout cas, il a laissé un grand héritage cinématographique qui retrace encore une fois le militantisme durant la révolution algérienne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Merci Ahmed, on se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre belle rencontre. Merci beaucoup, Ahmed. Et on continue. Alors, comme je vous le disais ce matin, du côté de Délice, une stèle donc, a été érigée en hommage aux étudiants qui ont décidé un certain 19 mai 1954
1956 de quitter ou de déserter les bancs de l'université pour rejoindre la révolution algérienne. Et je vous laisse voir donc ce reportage de Rachida Mahbout et on se retrouve juste après. Dans la ville de Délice, la célébration de la journée nationale de l'étudiant a été marquée par l'inauguration d'une stèle réalisée devant le lycée 19 mai 1956, en hommage à 12 étudiants ayant rejoint le 19 mai 1956 les rangs de l'armée de libération nationale, l'ALN, en réponse à l'appel à la grève lancé par l'Union générale des étudiants musulmans algériens, EGMA. Smaïl Hezbellaoui, un des lycéens ayant répondu à l'appel de la patrie, devenu diplomate après l'indépendance, était ému par cet événement. En ce jour héroïque, le retour des martyrs de la ville de Délice chez eux, dans une place qui était une terre détenue par un colon et ancien maire en plus de Délice, Henri Brazo. Cette terre a été bien exploitée par les premiers responsables à l'APC de Délice. Ils ont construit une mosquée, un lycée et une maison de la jeunesse et des sports. Pour moi, c'est un symbole. D'abord, au niveau local, et surtout c'est un message pour la jeunesse qui étudie au niveau de ce lycée, qui chaque matin passeront devant cette plaque, ils se remémoreront le souvenir de leurs parents et j'en suis convaincu qu'ils prendront le flambeau. L'inauguration de ce monument s'est déroulée en présence des autorités de la wilaya, de membres de la famille révolutionnaire et de divers organismes. Une conférence sur cette date charnière de la guerre de libération a été donnée à l'occasion par M. Chrichi Saïd, directeur des Moudjahidines et ayant droit, ainsi que Mme Louali de Boumerdes. Une cérémonie de remise des diplômes a été remise aux familles des martyrs étudiants. C'est un honneur pour moi de participer à cet événement qui n'a pas d'exemple, qui n'a pas de modèle, incomparable, parce que ça nous fait revivre la révolution algérienne. Je représente la famille Mahbout qui a présenté deux étudiants à l'âge de 22 ans, 21 ans et 22 ans, qui ont quitté les bancs de l'école de Madarsa pour aller rejoindre les rangs de l'ALN et qui nous ont honorés par leur dévouement, par leur patriotisme. La journée de 19 mai 1956 marque l'engagement de la jeunesse algérienne vis-à-vis des principes nobles de 1er novembre 1954 et le renforcement de sa participation active à la guerre de libération nationale. Voilà, c'est donc un reportage de Rachida Mahbout qui est revenu donc sur cet événement. Donc là où il y a eu, là où on a érigé donc cette stèle en hommage à 12 étudiants donc qui sont tombés au champ d'honneur et qui ont déserté donc les bancs de l'université des écoles en ce 19 mai 1956. Et pour revenir à cette période, un ancien étudiant est parmi nous qui pourrait donc nous partager ces moments-là. Il s'agit donc de M.
Monsieur Abdelaziz Medjboura, bonjour, bienvenue à vous. مجدوبة. Mejdouba, pardon. Oui. Bonjour, marhaba bik. نشكركم على حسن الضيافة أولا. C'est un grand honneur pour nous. Ah ben, c'est un plaisir pour moi aussi. Vous me La- donnez l'occasion quand même de commémorer cet événement extraordinaire. C'était le 19 mai où il y a eu un basculement total de d'une génération de l'époque pour rejoindre le maquis et apporter quelque chose de nouveau dans le maquis, c'est-à-dire le savoir. Oui, Voilà. effectivement. Alors, Monsieur Mejdouba, à l'époque, vous étiez à la Médersa, vous étiez médersien. Alors, parlez-nous un petit peu de cette période. Bon, cette période, donc, il faut d'abord recadrer ce qu'on entend par médersien. Les médersas, au départ, c'était des universités, dans l'Orient d'abord. Et bon, il y a eu une période d'occultation pendant l'occupation turque. Et la France, quand elle a envahi l'Algérie en 1830, elle voulait contrôler cette population à travers ce qu'elle a de plus important, c'est-à-dire la religion, la langue arabe également. Et donc, il fallait trouver des structures. Et c'était à partir de 1850 que l'administration coloniale a décidé de remettre en place les médersas. Les médersas, la première c'était Amédéa, qui était dirigée par un Benchneb, un éminent bilingue. La famille Benchneb est très connue. Et Tlemcen et Constantine. Oui. Beaucoup plus tard, c'était sous l'avènement de Jonard, gouverneur d'Algérie, début de 1900, en 1906 exactement. Il a érigé une structure, la Médersa, qui est mitoyenne à Sidi Abdelrahman, Sahalibi, dans l'ancienne Ramballée, à Reskilouni actuellement. Et donc, même le style qu'il a donné à ce... Parce que lui, quand le fan andalousi, Vous l'arabe... parlez du style architectural? Architectural, oui. C'est un très bel établissement. C'est un bijou architectural, effectivement. Un très bel établissement. Donc, c'était la première médersa à Alger. À Alger. En 1906, si ma mémoire est bonne. Et c'est là que les premières générations ont rejoint. Il n'y avait pas de condition d'âge à l'époque. Et l'enseignement était bilingue. L'enseignement était bilingue. Juste après. Alors, l'enseignement était bilingue, justement, M. Mejdouba, là, c'est très intéressant. Si l'enseignement était bilingue, ce n'était pas, j'imagine, innocent de la part de la France, parce que l'une des stratégies coloniales, c'est vraiment d'éradiquer l'identité d'un peuple, notamment la langue. Donc là, la raison profonde de l'institution de ces médersas, c'était de former et de produire des interprètes judiciaires, mutarjmin, des mouderesses, c'était des instituteurs au niveau primaire, et qu'est-ce qui restait encore? Les cadis notaires, qadi shara. Donc c'est une façon aussi de contrôler cette population, à travers ces institutions. Mais malheureusement pour elles, ces institutions se sont vite converties en foyers de إشعاع تاع اللغة العربية أولا وكذلك زرع الروح الوطنية. Voilà, c'est ça la caractéristique de ces. D'ailleurs, c'est pas anodin. En 1961, au lycée d'enseignement franco-musulman de Ben Aknoun, dans la salle du gymnase, l'OAS a écrit sur les murs de ce gymnase: le lycée d'enseignement franco-musulman de Ben Aknoun est une pépinière du FLN. Voilà, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, l'enseignement s'est fait dans les deux langues, par des professeurs français et par des professeurs algériens. Maintenant, Cheikh El-Meshri, Cheikh Awissi, qui était notre gourou, notre père spirituel
on se revendique tous de Cheikh al-Mishri, entre autres, hein, et dirigé par Ben Zakri, Ahmed Ben Zakri. En 1954, le lycée d'enseignement franco-musulman, ce n'est pas le lycée de franco-musulman, c'est le lycée, la véritable appellation, c'est le lycée d'enseignement franco-musulman. C'est l'enseignement qui était franco-musulman. Oui. Donc, on a déplacé cette population de Alibiya et le lycée a été inauguré. Le lycée d'enseignement franco-musulman de Ben. Nous sommes en 1954. En 1954, voilà. Et là, le premier proviseur, c'était inévitablement encore Ben Zakri. Ben Zakri. Et même l'enseignement, on avait quelques éléments très rares parmi les enseignants français qui avaient pris fait et cause pour la révolution algérienne. Il faut les nommer parce que c'était parmi les justes en quelque sorte. Et je citerai le professeur de mathématiques Kos qui a hébergé les éléments de la bataille d'Alger chez lui, et qui a formé d'éminents mathématiciens. Je citerai entre autres aussi Ahmed Djebar, qui est connu. C'est un fleuron de ces médersa. C'est un voilà. Donc on a dévoyé en quelque sorte le projet colonialiste. Au lieu de faire que des interprètes, que des moudérès, que des cadis, nous avons d'éminents chercheurs en mathématiques et surtout les mathématiques arabes, grâce à Ahmed Djebar. Voilà donc ce qu'est le lycée d'enseignement franco-musulman. Alors, nous arrivons à 1956, là où des jeunes comme vous, ils avaient tout l'avenir devant eux, hein, donc ils étaient universitaires, c'était pas donné à tout le monde. On rappelle que nous sommes indigènes à l'époque, et pourtant ils avaient tout un avenir, j'ai envie de dire, très beau devant eux, mais ils ont choisi l'Algérie, ils ont choisi la cause juste, ils ont déserté donc les bancs de l'université pour exprimer encore une fois le refus, pour exprimer un petit peu leur colère vis-à-vis de cette colonisation injuste. Et donc vous avez vécu un petit peu cette période. Alors vous, à la Médersa, c'était autre chose. Alors racontez-nous comment ça s'est passé. Bon, il faut d'abord expliquer pourquoi ces éléments ont déserté les bancs du lycée pour rejoindre le maquis. Une des caractéristiques du lycée d'enseignement franco-musulman, c'est qu'il abritait des élèves de familles très moyennes. Il y avait bien sûr quelques familles de Bachara, de Koudraïd, qui étaient minoritaires. Mais dans l'ensemble, c'était des enfants du peuple. Et il y avait un brassage communautaire au sein de cet établissement. Des gens venaient de Boussaada, de Larwa, de Tougour, tout ça. Donc, c'était un melpote de ces populations. Et nous avions une solidarité extraordinaire, une solidarité agissante qui en fait de nous des familles, une seule et même famille. Je vous donnerai un petit exemple. Pas plus tard qu'hier, on a enterré un des anciens, justement, des Médersiens, Ahmed Bendali, rahimahullah. On l'a enterré à Bab Hassan. Et après, on s'est retrouvés, les Médersiens qui ont assisté à cet enterrement, parmi lesquels quelqu'un de ma promotion qui m'a présenté son fils. Il m'a dit, c'est mon fils. Et il m'a présenté auprès de son fils, alors ça, c'est mon frère. C'est pas mon frère, c'est mon frère. C'est pour vous donner. Et c'est très sincère de toute façon. Jusqu'à présent, nous faisons de temps en temps des repas pour nous retrouver et s'enquérir de la santé de l'un et des autres. C'est quelque chose d'inexplicable, cette solidarité. Et c'est peut-être un des ressorts qu'a donné le moyen à cette population d'étudiants qui ont rejoint le maquis d'aller pour épouser la cause nationale et apporter quelque chose de nouveau au maquis, c'est-à-dire leur expérience. Et ce n'est pas pour rien
si Abbar Ramadan, pour parler de Délice, la ville de Délice, il a désigné 5 éléments. 5 éléments pour avoir des responsabilités. C'était des médersiens de Délice. 5 éléments, parmi lesquels il y avait Ammar al-Rachid, le fameux chimiste, qui, le fabricant de toutes ces bombes qui ont éclaté dans les différents endroits d'Alger et qui ont bouleversé la population française, particulièrement la population algéroise de l'époque. Voilà. Voilà donc des motivations. Ils sont partis convaincus qu'il fallait, par ce moyen, et le seul moyen d'aboutir à l'indépendance. Comme disait Farhat Abbas, l'indépendance ne se donne pas, elle s'arrache. Et c'était un des moyens d'arracher l'indépendance. Voilà. Et je pense que cette opération qui a été menée au niveau de Délice, il faudrait la faire au niveau de 2 établissements encore, parce que la France, quand elle a créé ces établissements, il y avait la médersa, le lycée d'enseignement franco-musulman de Ben Aknoun, il y avait aussi, à Constantine, et un autre établissement à Tlemcen. Oui. Et ces deux institutions ont aussi produit des moudjahidines et des martyrs aussi. Donc il faudrait, à chaque événement, à chaque commémoration, penser également à... c'est une façon d'honorer la mémoire de tous ceux qui ont contribué à cette cause. Et ce que, mon souhait le plus profond, c'est que la génération montante, qui se trouve un peu désarticulée, désintéressée, il faudrait trouver un moyen, le cordon ombilical, pour qu'il puisse puiser dans ses ressources même l'élément qui constituerait le rattachement profond à ce pays, qui nous est cher à tous. Voilà. Je vous remercie pour ce magnifique message et surtout beaucoup apprendre des sacrifices, beaucoup apprendre des réussites, parce que la révolution algérienne, ça a été une réussite. Ça a été une réussite à part entière. Vous remarquerez dans la liste des martyrs, puisqu'il s'agit de Délice, la famille n'a pas fourni un élément. Oui. Beaucoup de familles ont fourni beaucoup plus d'éléments de la même famille. يعني التضحية الجسيمة هذه اللي كانت يعني سبب الحمد لله كان الانتصار دأبنا والحمد لله. Alhamdulillah, d'ailleurs aujourd'hui, c'est grâce à tous ces sacrifices que nous sommes ensemble aujourd'hui sur ce plateau. Voilà. Et là, on vient de me dire que même votre service civil, vous l'avez fait à la télévision. Donc vous revenez finalement à la télévision. Ah ben oui, je suis un ancien de la radio, puisque... La RTA à l'époque. La RTA à l'époque avec Mohamed Rzouk. Oui. المنافي المازال راقد الحياة اللي يطول عمره وإذا مات الله يرحمه. On était toute une équipe d'universitaires. Oui. Il y avait Georges Arnaud, l'écrivain. Il y avait Boudali Safir, le musicologue. Et nous avions, pour la première fois, organisé quelque chose de magnifique. C'était le premier festival panafricain en 1969. 69, oui, nous sommes en 69, effectivement. Oui. Un très... Et j'étais de ceux-là, puisque c'était la radio-télévision qui avait un rôle de communication, j'étais de cela. Donc, je suis un ancien, vous l'avez bien dit. Eh bien, marhaba bik fi darak. Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce moment en votre compagnie. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité, justement, d'apporter un éclairage sur ce qu'étaient les médersiens et la contribution de ces chouhada. Marhaba bik. En tout cas, ça a été un très très grand plaisir. Merci beaucoup. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une autre très très belle initiative au profit des non-voyants, puisqu'il y a eu la création donc de la fondation Yamina. Là, l'occasion pour présenter 2 projets justement au profit des non-voyants. C'est un sujet auquel s'est intéressé Lamia Boudbouda dans ce reportage et on se retrouve juste après. Après une vie entière dédiée aux personnes en situation de handicap, Yamina Khoudri, militante associative engagée, revient plus déterminée que jamais pour aider les personnes atteintes de cécité à travers la création de la fondation Yamina, qui œuvrera à offrir un emploi et un revenu digne pour les non-voyants.
La Fondation Yamina est très sensible à la cause des personnes adultes handicapées et plus spécifiquement les non-voyants. Donc on a un petit peu fait le tour de ce qui se passe, on a fait une étude de marché pour voir ce qui pourrait marcher dans le cadre de l'insertion. Parce que le premier problème qu'on essaiera d'aborder, de chercher, pour lequel on va chercher des solutions, c'est le travail. C'est pour redonner la dignité à ces personnes. Deux projets innovants ont été présentés, l'un citadin et l'autre rural. Le premier consiste à la récupération du pain invendu des boulangeries et cantines et autres. Broyé, il sera ensuite transformé en granulés pour l'alimentation du bétail. D'un côté, il y a le pain qui est à recycler, et d'un côté, vous avez les personnes handicapées qui sont en manque crucial de travail et d'insertion. Donc, il va s'insérer déjà dans la société en sortant de chez lui, en allant travailler, en faisant une formation pour exécuter ce travail, et il va produire des ressources. Donc, une fois que le pain sera broyé par des broyeurs à pain, donc ils vont les mettre dans des sachets et ça sera le recyclage du pain non consommé qu'on va destiner à la vente pour les producteurs de bétail, pour les animaux. Dans le deuxième projet, il serait question d'horticulture en adoptant un jardin sensoriel aménagé pour les non-voyants. C'est un projet innovant. On va utiliser donc les sons et l'odorat pour faire se déplacer les personnes non-voyantes dans l'espace de jardin olfactif qu'on va donc mettre en place, voilà, pour les non-voyants. Former des gens. Alors, pour les faire venir déjà, il nous faut des adultes. Donc, on va aussi privilégier quand même pas mal de filles parce que c'est la fleur et qu'elles ne travaillent pas, des non-voyantes, un peu les sortir de chez elles parce que, en même temps, le fait de travailler en plein air, ça va les faire s'épanouir. Ils vont pouvoir avoir un développement personnel adéquat. Ces deux projets œuvreront à offrir un emploi stable et un revenu pour les non-voyants. Là, c'est une bonne initiative pour les non-voyants parce qu'elle vise l'intégration des non-voyants à l'aide du travail. Ce qui est important. C'est le plus important. C'est un objectif suprême pour nous en tant que non-voyants et pour les autorités suprêmes. C'est l'intégration des non-voyants dans la société. Et à l'aide du travail, ça sera très bien. Pour cette infatigable voix des personnes fragilisées par la vie, son rêve est presque prêt à éclore. Chaque geste compte, chaque soutien, aussi petit soit-il, peut tout changer et faire la différence. Et voilà, très très beau projet. On souhaite belle continuation et surtout bonne réussite à ce projet et à la Fondation Yasmina. Et cette fois-ci, donc comme je vous le disais ce matin, nous allons nous intéresser à un terme. Alors un terme qui porte beaucoup de sens, ou peut-être pas. Donc selon contexte, selon environnement, il s'agit du fameux mot toxique. Alors toxique, qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce que réellement nous vivons dans un environnement toxique? Est-ce que la toxicité existe? Eh bien, toutes ces questions, notre ami Yassine Yala nous répondra, mais ce sera juste après. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas en ce moment dans un environnement toxique. Non, non, je l'espère pas. Non, on l'est pas. On l'est pas du tout. Bonjour, Noor. Yassine, bonjour. Ça va? Comment ça va? Alhamdulillah. 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 Alors, paraît-il que la toxicité, c'est en vogue en ce moment. Oui, alors le mot... Et on l'utilise à tort et à travers. Tout à fait. Alors, c'est un mot qui est extrêmement utilisé, hein, très, très populaire aussi. Parfois à raison, parfois à tort. Et il est aussi servi à toutes les sauces. Mon boss est toxique, mon entreprise est toxique, mon manager est toxique, mon collègue est toxique, mon voisin est toxique aussi. Mon travail est toxique, l'environnement est toxique. Bien qu'aujourd'hui, on va beaucoup plus s'intéresser justement au monde du travail. Oui. Donc, on va voir et surtout apprendre à ne pas confondre entre une exigence professionnelle, une pression normale
et une toxicité, et la toxicité justement. Voilà. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le mot toxique, c'est vrai que c'est un mot qu'on connaît, il fait partie du langage, du dictionnaire depuis de longue date. Exactement. Mais c'est vrai. Depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, Voilà. peut-être même avant. Exactement. Peut-être même avant, mais là, vraiment, c'est une explosion de terminologie. Mais finalement, quelle est l'origine finalement du mot toxique? Alors l'origine vient de l'Antiquité, du grec ancien. Alors il y a un mot grec c'était toxikon, qui veut dire tout simplement, qui désignait tout simplement le poison qu'on mettait, qu'on appliquait à l'extrémité des flèches, d'où vient aussi l'expression la flèche empoisonnée. Oui. Mais ça c'est un autre sujet. Et Le ensuite, talent d'Achille. Voilà, le talent Voilà. d'Achille aussi, voilà, ça vient de la Grèce antique. Donc toxikon, poison, flèche empoisonnée. Et ensuite le mot est passé au latin, toxicum, pour finir aussi dans l'ancien français, et ça désignait quelque chose de dangereux, de nuisible pour la santé. Et jusqu'au XXe siècle d'ailleurs, le mot était essentiellement utilisé dans un contexte chimique, scientifique, médical, etc. Symptômes toxiques, effets toxiques, intoxication, etc. Et après, il fallait attendre... plantes toxiques. Les plantes toxiques, voilà, dans un domaine botanique, scientifique, chimique, etc. et médical. Et dans les années, il fallait attendre la fin des années 80, mais surtout les années 90, où il y a eu un boom justement de ce terme qui était utilisé beaucoup dans un sens métaphorique, comme métaphore, pour parler des relations humaines. Oui. Et ça, c'était grâce à l'essor de tout ce qui était relationnel et psychologique, et grâce aussi à des ouvrages, notamment dans le monde anglo-saxon. Il y avait 2 ouvrages justement qui avaient beaucoup parlé de ce mot, qui avaient répété ce mot à plusieurs reprises dans leurs chapitres. C'était The Verbally Abusive Relationship de Patricia Evans, paru en 1992, et Toxic Parents de Susan Forward, paru en 1989. Donc, elle désignait ces deux autrices, auteurs ou autrices, mais maintenant on dit autrice. Voilà, ça se dit on dit autrice. Alors ces 2 autrices ont justement parlé du fait que certaines relations humaines ou certaines personnes n'étaient pas nuisibles forcément pour notre état physique, mais pour notre état psychologique ou notre état mental ou notre état émotionnel. Et aussi, il fallait attendre aussi à partir de l'an 2000 jusqu'à l'année 2010 environ, pour que ce mot vienne se greffer au monde professionnel. Et c'est un mot très populaire parce qu'il est très fort, il est viscéral, il vient de l'intérieur. Ça évoque un danger immédiat, toxique aussi. Et c'est aussi un mot très accessible, facile à retenir. Pas besoin d'avoir lu du Freud, du Maslow pour comprendre ce que c'est un comportement toxique ou un collègue toxique. Et aussi, ça c'est très important par contre, ce mot aussi, il intervient à une époque, la nôtre, celle dans laquelle on vit actuellement, où l'on valorise le bien-être au travail, où l'on parle de la sécurité psychologique, et aussi où parler des souffrances au travail n'est plus tabou. Parce qu'on ne le faisait pas, avant. Après, il y a une grosse démocratisation, Yacine, du développement personnel, absolument. Pas, de sortir de sa zone de confort, d'avoir un environnement sain. Exactement. C'est une grosse démocratisation. Exactement. Donc l'époque à laquelle on vit, justement, elle encourage tout ça. C'est pour ça que ce mot maintenant est utilisé. Alors ça a commencé de l'Antiquité, monde médical, scientifique, relations humaines, pour finir dans le monde du travail. Et c'est bien ancré en tout cas dans le monde du travail. C'est bien ancré dans notre culture et surtout dans la culture populaire, on l'utilise énormément. Effectivement. Alors justement, on a tendance toujours de dire l'environnement de travail est toxique. Alors on n'arrive pas finalement à expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc on rentre le soir, je suis pas bien, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je sais pas, l'environnement est toxique. L'environnement est C'est quoi toxique. finalement un environnement toxique? Alors un environnement toxique, c'est un cadre professionnel, un cadre de travail où des comportements nocifs sont tolérés, sont impunis, sont banalisés, voire même encouragés aussi. Et les employés qui sont dans cet environnement, qui évoluent dans cet environnement, peuvent se sentir démotivés, fatigués, peuvent même tomber malades. Alors il y a quelques signes justement, des signes qui ne trompent pas, pour dire que l'environnement dans lequel on est, où on évolue, est toxique. Alors tu as par exemple, lorsque la communication est agressive ou inexistante, tu as aussi des environnements de travail où le harcèlement moral ou le harcèlement physique sont impunis ou ignorés aussi. C'est aussi un environnement de travail toxique. C'est lorsqu'on nourrit une culture de la peur. Les gens ont peur de parler, ont peur de faire une erreur, ont peur de poser une question,
Ça, c'est aussi un environnement de travail toxique. C'est ce qui qualifie un environnement de travail toxique. C'est aussi lorsqu'il y a un manque total de reconnaissance, où il n'y a pas de soutien du tout. Et aussi lorsque les horaires de travail sont abusifs et il y a une pression constante, sans aucune considération de l'humain, sans aucune considération humaine. Des besoins, on va exactement, dire, des exactement. besoins élémentaires. Élémentaires. Alors, je te donne un exemple, vu que tu parlais des besoins élémentaires. Un environnement toxique, c'est là où les employés ont peur de prendre une pause, ont peur de demander un congé, ont peur d'être malade parce que ça va engendrer un congé de maladie. Et peut-être il pourrait y avoir des représailles après. Et aussi où les managers hurlent en réunion. C'est ça un environnement toxique. Et là, oui, là, on est dans la toxicité. Mais attention, aussi, tout n'est pas toxique, mais on y reviendra. Effectivement, alors tout n'est pas toxique, on va en parler dans un petit moment, mais restons déjà dans cet environnement toxique pour mieux, j'ai envie de dire, que tu nous expliques l'environnement. Donc là, on parle d'un environnement d'une manière générale. Donc la toxicité, on ne connaît pas réellement son origine. C'est tout le monde, des personnes qui est responsable. Il y a des signes. Les signes que j'ai donnés, bien sûr, la liste, elle est non exhaustive. Elle est non exhaustive, mais bon, ce sont des signes les plus répandus, les plus courants. Voilà. Et aujourd'hui, dans un environnement toxique où la toxicité, il y a aussi un autre mot, j'ai envie de dire, qui est très à la mode, c'est le leadership, n'est-ce pas? Voilà, le leadership. Alors, finalement, quand il y a un environnement toxique, on parle d'absence de leadership, n'est-ce pas? Voilà, ou de manager toxique. Ou de manager toxique, n'est-ce pas? Exactement. Alors, le manager toxique, finalement. Alors, le manager toxique, merci pour cette question, c'est lui, la pièce maîtresse de ce système, le manager toxique. Voilà. On parle de l'environnement toxique, mais c'est lui la pièce maîtresse. Alors c'est l'humain qui fait... c'est le leader. C'est l'humain qui fait la toxicité ou pas. Alors il peut prendre plusieurs formes, le manager toxique. Alors soit c'est le manipulateur qui monte les uns contre les autres, soit c'est le contrôlant obsessionnel, le micromanager qui intervient dans tous les détails, grands ou petits. Les gens ne se sentent qu'ils n'ont pas d'autonomie, qu'ils n'ont pas de pouvoir de prise de décision. Donc, ils ont peur aussi de travailler, de faire le moindre petit travail parce que tu as la foudre qui va te tomber dessus. C'est aussi le manager toxique, c'est aussi l'agressif qui crie, qui humilie, qui dévalorise, qui crée justement un climat de peur. C'est aussi, ou encore le manager absent, qui laisse tout le monde se débrouiller dans le chaos. Absence de communication, absence d'écoute active. Voilà, rien. Donc il est complètement absent, complètement démissionnaire. Là aussi, on est dans une espèce de toxicité parce qu'on ne sait pas exactement... On est dans les deux extrêmes. On est dans les deux extrêmes. Mais attention, un manager exigeant n'est pas forcément un manager toxique. Voilà, et justement, on vient à notre question, tout n'est pas toxique. Tout n'est pas toxique, bien entendu. Qu'est-ce qui n'est pas toxique? Alors assez souvent, on confond une instruction normale avec un abus. Si un responsable me demande de respecter les délais, s'il me donne un feedback constructif... De venir à l'heure. Exactement. S'il me demande de venir à l'heure, là on n'est pas dans la toxicité. Si je reçois un feedback constructif, si je suis drivé, si on m'aide à évoluer, si on me demande ou on me pousse à donner le meilleur de moi-même, là on n'est pas dans un environnement toxique, c'est juste du management. C'est du management. Et parfois, il faut dire les choses. Donc, le problème, c'est quand la personne en face de vous ne respecte pas votre dignité. Oui. C'est ça justement qui fait la différence entre ce qui est toxique et ce qui n'est pas. Comme tu viens de le dire à un employé d'être ponctuel, ce n'est pas toxique. Demander des résultats ou exiger des résultats, atteindre les objectifs, ce n'est pas toxique. Refuser un congé pour nécessité de service ou pour raison organisationnelle, j'ai du mal avec ce mot, organisationnelle. Ça va, tu y arrives. Voilà, j'y arrive. Ce n'est pas toxique, bien entendu. Dans un monde professionnel, il y a des règles, il y a des contraintes, il y a des priorités. Et après, il y a des périodes où on vit une pression qui est justifiée. Exactement. Il faut juste se poser les questions suivantes. Il y a des questions à se poser. Est-ce qu'on me respecte? Est-ce qu'on me parle correctement? Si peut-être on m'a parlé mal une fois, ça ne veut pas dire que l'environnement est toxique. Peut-être, comme tu viens de le dire, il y a une pression et parfois quand on est sous pression, il y a un petit mot qui peut glisser, un comportement qui peut glisser. Ou le moussam karim, on peut passer à autre chose aussi. Est-ce qu'on m'écoute? On pose aussi cette question. Est-ce qu'on me permet d'évoluer? Et si la réponse est toujours non, 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 tout le temps, là, on peut parler peut-être de climat malsain. Tout n'est pas toxique. Et effectivement, Yacine, parfois c'est juste un réflexe. Parfois, c'est juste des appréhensions, des préjugés. On a vécu dans un environnement toxique. Il y a un nouveau manager, il y a un nouvel environnement. Nous avons ces appréhensions. Donc, pour le premier non,
c'est la même chose. Voilà. On continue sur la même lancée. Exactement. Et finalement, on ne se donne pas le temps de nous réadapter ou de mieux connaître. Tout à fait. Il faut juste se poser les questions. Est-ce qu'on me respecte? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on m'aide à évoluer? Est-ce qu'on me permet d'évoluer? Est-ce qu'on m'écoute? Est-ce qu'on me respecte? Voilà, est-ce qu'on me parle correctement? Voilà. Donc, si on arrive à avoir des réponses à ces questions, là, on peut différencier ce qui est toxique et ce qui n'est pas. Mais si c'est non, nous sommes quand même dans un environnement toxique. Nous sommes dans un environnement toxique. Les environnements toxiques existent bel et bien. Ils existent. Dans toutes les entreprises, dans le monde entier. Dans le monde entier, absolument, dans le monde entier. Alors, si on se retrouve dans un environnement toxique, comment peut-on gérer cette ambiance? Voilà, alors il y a un certain nombre de réflexes qu'il faut avoir. Il y a des pistes concrètes. Peut-être qu'elles ne vont pas toutes aboutir, ou peut-être pas tout de suite, mais viendra le jour où ça va peut-être aboutir. Alors déjà, il faut documenter tous les comportements problématiques. Garder des preuves, avoir un carnet, tout, garder l'heure, le jour, l'heure et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ou peut-être s'envoyer un mail. En tout cas, il faut documenter tout ça. En parler à des gens de confiance, peut-être la RH, peut-être un médecin de travail, un psychologue de travail, des collègues. Faire appel aussi à des instances officielles lorsqu'il y a un abus, pour signaler un harcèlement ou un abus. Il y a des instances officielles qui sont là, comme l'inspection de travail aussi, par exemple. Et là, c'est très intéressant ce point-là, Yacine, parce que même la personne, quand elle développe des craintes et des peurs, même ce geste-là, elle ne le fait pas. Oui, bien sûr. Donc là, il faut vraiment franchir le pas si jamais il y a un abus. Absolument. Mais il faut toujours essayer d'en parler avec la personne. De dire voilà. De faire de la prévention d'abord. Voilà, d'en parler avec la personne déjà, la personne qu'on considère personne toxique ou manager toxique. On peut toujours essayer de crever l'abcès et dire s'il y a un problème, je suis là. Si c'est un problème de performance, je suis là pour me corriger. Si c'est autre chose, voilà, on en parle. Si on voit que la porte est fermée, là, il y a des instances. Il y a toujours des instances officielles. Là, il y a toujours des instances officielles. Et surtout, différencier ce qui est toxique de ce qui ne l'est pas. Voilà, j'insiste surtout sur ça. Et dans les cas extrêmes aussi, partir. Parce que si notre santé est en jeu, un travail ne mérite jamais sa santé mentale. C'est vrai que le khidma aziza, comme on dit, voilà. Exactement, bon aussi, mais sa santé, la santé mentale, rien ne vaut sa santé mentale. Voilà. Voilà, c'était risque à l'arbi. Même Rabbi Rzaq, c'est correct, hein, c'est correct. Voilà. Donc le mot toxique, bien sûr, il a un sens. Il décrit des réalités graves qui méritent d'être dénoncées, hein, je le dis. Mais à force de l'utiliser à tout va, à tout bout de champ aussi, on finit par banaliser les souffrances de ceux et de celles qui subissent des conditions de travail dangereuses. Voilà, donc il faut essayer surtout de différencier ce qui est toxique, ce qui n'est pas. Rester lucide, rester nuancé, pondéré et responsable. Voilà. Et se poser les bonnes questions et faire la différence entre ce qui est toxique et ce qui ne l'est pas. Et savoir faire la différence aussi entre un manager exigeant et un manager destructeur. C'est ça l'essentiel. Et après, un manager exigeant, nous en avons besoin. Nous en avons besoin, bien sûr. N'est-ce pas? C'est du management. C'est du management. Le monde du travail, on le dit à chaque fois, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des exigences, des contraintes, des priorités. Il y a des périodes de rush où il faut aller vite. Et on en connaît tous un bout. Voilà. Et il y a des périodes d'accalmie. Il y a périodes d'accalmie. Donc il faut faire la différence et sortir un petit peu et ne pas utiliser ces mots justement qui ne veulent absolument rien dire hein, dans un contexte sain. Voilà. Effectivement. Finalement, si on va les utiliser à tort et à travers de cette manière, c'est là peut-être probablement où on va ancrer un environnement dont on n'a pas besoin. Et peut-être on va être démotivé, on va créer un climat de peur, on va s'auto-créer un climat de peur pour rien. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Yacine, d'être revenu, d'avoir mis le point, surtout d'avoir touché ce mot très en vogue, très à la mode, qu'on utilise à tort et à travers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, alhamdoulilah, on n'est pas dans un environnement toxique en ce moment. Alhamdoulilah. On a tous vécu des moments pareils, mais alhamdoulilah, on est tous sortis indemnes, grâce à certains détails. Effectivement. Donc, on se voit samedi prochain. Lundi prochain. Alors, lundi, on va parler avec Amel Ulmi des faux arrêts de travail, c'est-à-dire les arrêts de travail de complaisance. Quel est l'impact et qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier. Et samedi prochain, Inch'Allah, avec toi, on va parler de Elevator Pitch, qui est le pitch professionnel. On va parler du pitch professionnel. 60 secondes. Voilà, l'art de se présenter en 1 minute. En 1 minute. Eh ben, c'est parfait. Merci. Et tu en connais un bout. Ouais, finalement. Merci beaucoup, Yacine. Donc à lundi, très belle semaine et on se voit samedi prochain, Inch'Allah. Merci beaucoup, Yacine. Et cette fois-ci, donc, nous allons aller du côté de l'est d'Alger, particulièrement à Soukaras, pour aller voir ou découvrir le festival du chant andalou. Donc c'est un reportage signé Ismaël Belkaïdia tout de suite.
C'est une première à Souqaras qui accueille la 11e édition du Festival de la musique andalouse, baptisé au nom de Ahmed Tifachi, natif de la région et figure historique et scientifique de la ville. Pour cette édition qui s'est déplacée, puisqu'on vit l'ouverture qui s'est déplacée à Souqaras et la wilaya de Souqaras, la région de Souqaras, la région historique et révolutionnaire, et tous les citoyens de cette wilaya accueillent avec honneur et avec fierté une des bases de notre identité. Qui est la musique andalouse. Nous avons voulu que cette édition de la musique andalouse qui se déroule à Souqaras soit spéciale par son approche scientifique, notamment grâce aux associations qui y participent. La soirée inaugurale de ce festival s'est faite en présence de chanteurs de renommée. Pour la première fois à Souqaras, c'est une première. Moi, je suis très ému parce que j'ai vu un public, le même public que j'avais vu depuis très longtemps. C'est toujours le public vraiment mélomane, très à l'écoute. Et puis, moi, je crois que cette première édition qui se passe à Souqaras, moi, je crois qu'elle est réussie. Nous sommes ravis que cette 11e édition de la musique andalouse soit organisée à Souqaras et que de tels événements artistiques sont organisés dans cette région. Féru de ce genre musical, Souqaras et son public étaient sous le charme d'une soirée inaugurale mémorable. Nous sommes satisfaits de l'organisation et du travail des artistes. C'est bien organisé. Je suis mélomane al Menouf. Je suis venu d'Annaba pour assister au festival. La région de Souqaras est connue pour son art et les habitants de la wilaya sont aussi connus pour aimer le malouf. Bastion du Malouf, Souqaras a déployé d'énormes moyens pour la réussite de cette 11e édition du festival. Très belle ambiance effectivement que Smaïl Belkaïdia nous a transmis. Cette fois-ci, donc nous allons encore parler de patrimoine et c'est une styliste que Amina Zeri a choisi de nous présenter aujourd'hui, mais ce sera juste après cela. Bonjour Amina. Bonjour. Ça te va à merveille. ميرسي عيشك ينيك شابين توقفتي غابيسونت الله يبارك كوم توجور. هذه هي المرأة الجزائرية الله يبارك. قال لك سقساوهم شكون هي أجمل مرأة في العالم، قالوا لهم ما تلقاوها غير في البلد القارة الجزائر. الله يبارك. Voilà, donc je dis bonjour à tous nos téléspectateurs, notamment les Algériens qui résident à l'étranger. نقول لهم راكم في القلب والبلاد بلادكم ومرحبا بكم. Et donc je voulais juste présenter mes condoléances. À la famille artistique d'abord, à tous les Algériens. On vient de perdre une figure emblématique de l'art et de la culture algérienne. Il s'agit de Mohamed El Khdar Hamina Rabbi Yarhamou, ويوسع عليه, le premier réalisateur arabe qui a arraché, qui a arraché, qui a obtenu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1975 pour son fameux film La Chronique des années de braise, Rabbi Yarhamou. Et je présente mes condoléances aussi à ses fils que j'ai eu l'honneur de connaître, Tariq notamment, qui a été très touché par la perte de son père. Rabbi Yarhamou وإن شاء الله يا ربي نقول المسؤولين على الثقافة في الجزائر ils vont penser à créer une école parce que الخضر حامينا lui-même c'est une école. C'est une école, donc créer une école qui porte le nom de Mohamed El Khdar Hamina. وإن شاء الله il y aura une autre relève, une autre génération
il a laissé un héritage cinématographique immense en Algérie. Donc ربي يرحمه ويوسع عليه ويجعله من أهل الجنة يا ربي. يا رب. إن شاء الله. Donc merci Amina pour ce bel hommage. Et Aïchek, moi j'ai eu l'honneur de l'inviter à la radio plusieurs fois dans mes émissions. C'est un monsieur, un grand monsieur, un grand cœur, un grand nationaliste qui aime le cinéma, qui aime l'Algérie et qui a toujours milité pour donner cette belle image de l'Algérie. Donc je suis venue comme d'hab avec la tenue traditionnelle algérienne. Tu portes merveilleusement bien d'ailleurs. On va mettre donc notre invitée, elle va nous habiller Inch'Allah نهار العيد. Inch'Allah. بإذن الله دي توني ماشي 38 هذوك اللي ما ياكلوا والو. قلت لها خلي شويه على 44 48 جيبوا لنا غير هذوك اللي ما ياكلوش دايرين grave de faim. Donc c'est une tenue qui représente l'Est algérien, qui a été aussi le Gondora Ta'Sharq classé par l'UNESCO, patrimoine immatériel et immatériel. Donc j'ai l'honneur de recevoir ce matin Madame Belkis Naïma. Je suis très heureuse de la recevoir. Elle fait des merveilles, elle fait des touhaf faniya, des chefs-d'œuvre et elle n'aime pas trop s'exposer aux médias ما تحبش نقول لك نحب نخدم في الظل. نعيمة بونجور. مرحبا بك. تعيشي واش راكي؟ مرحبا بك. ميرسي. سافا سي نور الهدى. الله يبارك الله يبارك. جو لو كونيسي ديجا. تعرفي؟ وي. Très bien, très bien. Voilà donc نعيمة aussi elle est venue habillée de منصورية الغرب الجزائري باش يعرفوا الناس. ما حتى اختلق راه يحبوا يسرقوها ولا يتاع بلادنا. لا ريجيون دو تلمسان مغنية. زيدي مستغانم مام وهران يلبسوها. دونك هنايا في عشاء عندك عشاء العشيه تلبسيها. tu as des invités à recevoir. كالعيد الكبير تلبسيها تبا مغبي انت ان توكا. سافا ميرسي الحمد لله. دونك احكي لنا شويه على هذا. انا سكي ما فريمون بلو avec مريم عكاك توت ليكيب سكو هذه الخدمه المتقونه تاع المجبود والفتله اللي ماناش نشوفوه بزاف اليوم. ها جاب لي ربي لي تونفوا pardon disparition et moi je trouve ça vraiment malheureux quand même. c'est صنعه هذه تاع جداتنا وجدودنا وتما نضنا عليها. هاد الفتله هذه والمجبود نضنا عليهم. اونتر طون شوفي جامي انا حبستهم ما نكذبش عليك. المجبوده مازالني نخدمه والفتله مازالني نخدمها. مي هاد البنيتات هذوما كيما نقولوا هاد كيما نقولوا لا نوفيل جينيراسيون هذه اللي تحب الشعره حاجه خفيفه. مي عندنا دوك 2 ans دو سا عامين لهنايا يحبوا المجبود والفتله. كيما هاد القندوره اللي كي لبستها سي مودرنيزي تما نقولوا تراديسيونيل مودرنيزي. حاجه خفيفه ماشي ثقيله كيما كنا نفصلوهم ابانو. دوك لا تجي كاريمون دغوات داكور وتخدم بيان سور. وشويه عقيقشات كنا بكري نديرو غير نجومو الكنتير. دوك لا رانا نديرو العقاش باش هكذا نعطوا لها شغل حاجه جديده لمسه جديده. داكور بيتيتر جو بونس نور هدى لا نوفيل جينيراسيون البنات اليوم يبريفير واش قلتي الشعره بالماشينه. الشعره بالماشينه بارابور او بري باسكو هذوما يسون تري شير. ترو شير. خيط شعر فيت على ما اوسي. وي حتى لا ماتيغ غاليه. وي قذيفه تاع المون كيما نقولوا حنايا البروميي شوا. ومن بعد الفتله بيان سور تاع اينوكسيابل تسمى اللي ما تحولش كامل. والعقاش باين كريستال toujours نخدموا بالكريستال. فوالا. Donc c'est du matériel noble. Donc c'est pour ça que c'est aussi le prix de la robe. Donc la jeune fille aujourd'hui préfère quelque chose de léger. C'est aussi par rapport au prix qui est à la portée de tout le monde. Et ce que j'aime في بلقيس نعم تفضلي بلقيس. تاني دوكا مالغري لا جون في هديه ولا عروسه هذه تحب دير زعما جبه كيما هديه. حنايا توجور نحلوا البيبان كاع العرايس. يحبوا الغالي يدوا يحبوا الرخيص يدوا يحبوا ما عندهمش يدوا. علاش؟ باسكو توجور لازم نفرحوا لا ماريي نفرحوها باسكو سي كيما نقولوا النهار ديالها.
داكوغ نهار ديالها تحب ماذا بها حاجه مليحه وكذا وثاني اللي عنده يدي اللي ما عندوش يدي نورمال انا بور موا سي سا جو في كوم سا وجيسبر يسمعوا فيا كامل الناس ويعرفوني واش راني نقول ان شاء الله. En tout cas, ce que j'ai aimé في بلقيس ces tenues, vous avez revisité quelques tenues tout en gardant l'âme. الروح تاع اللباس التقليدي اللي توجور. انت هذه حاجه بالنسبه لك بريمورديال. هذه نقول لك كيما نقولوا اجباري هذيك اللمسه لازم تكون وثاني بيان سور بلا الماضي ما نقدروش نديروا الحاضر. الباسي كي ما يكونش الباسي كيفاش نديروا لافونيغ تاعنا اون بو با باسكو توجور نجبدوا اون توش مني توش من ونديروا اون كرياسيون. Exactement. Donc Nour El Houda, c'est un métier qu'elle a hérité par ses grands-mères. Non, c'est ma maman. Ma maman. Mais toujours حية الحمد لله اللي نحييهم نحييها ان شاء الله هي وبابا. الوغ تعيشي ربي يخليك. يما كانت دير غير كسيوات هكذا تاع قبايل وتاع سيتو وتالمو حبت هذيك الخياطه شافتها فيا انا. داكور. الوغ سي بور سا اني دوك ومن بعد انت حققتي لها الامنيه. حققت الامنيه فوالا حققت الامنيه ويعني الحمد لله رحت بعيد تسمى توجور جيكري ندير حاجات يعني حاجه اللي حبيتيها نواسيها نفصلها كما نقول لهم انا يا ربي يخلق وانا نفصل ان شاء الله. البارح moi Nour El Houda Marie Makak, on a eu l'honneur de rencontrer aussi un grand styliste qui est Karim Aloui qui sillonne en ce moment le monde entier pour faire connaître la tenue traditionnelle algérienne. قال لي اليوم c'est vrai le karakou on l'a hérité par nos grands-mères qui ont mis cette tenue pendant des siècles. Aujourd'hui c'est vrai qu'il a revisité Chouïa tout en gardant l'âme. Il m'a dit que c'est vrai que le karakou par exemple il est national mais aujourd'hui il est devenu international. عالمي. Il a été porté par des stars de différents domaines dans le monde entier اليوم. كما قفطان القاضي sur les réseaux sociaux je tombe sur des photos qui datent des années 50 des années 60 on voit de grandes stars justement à l'international qui portent قفطان القاضي. صح tout à fait. récemment كي درت ان ديفيلي درت قفطان القاضي ثاني. قفطان القاضي توجور يجي في النوار يجي بزاف شباب افيك دي فيل دور نجوم الكنتير خلطنا له شويه كذا دي بيير تاع شوافورسكي حبيبات برك جا ما شاء الله. داكور مي توجور اون غارد لو تراديسيون هذه اللي ما نقدروش حاجه الاصاله تقع. لازم بلقيس انت ناضلتي vous avez milité يعني pour promouvoir pour défendre la tenue traditionnelle algérienne à travers les télévisions notamment la télévision algérienne ودائما تحبي باش تبقى هذيك يعني باش دافعتي على القفطان. قبل ما فوالا يونسكو وصبح يعني جزائري 100%. دونك احكي لنا على هذا النضال هذا شوفي عندها وقيل برسك هكذاك واحد 8 موا ولا 9 موا جو بونس عرضوني ثاني الارضيه اذاعه الارضيه ثاني كنا شغل كما نقولوا حنا بالدارجه شغل ماشي بالعاني كنا نهضروا حتى وصلت باللي قلت لهم انا قفطان جزائري 100% عاصمي الدوك مازال ما يلبسوه امتنا وكذا يلبسوها شغل منصوريه داكوغ يلبسوها يرحمك الله يلبسوها شغل منصوريه الوغ ومن بعد بدينا نواسيو نطوروا فيه تسمى دوك كاين اسمه لي غالون كاين براج كاين بوكو دو شوز دوكا باش نخدموه نزيدو نطوروه. بكري كانوا يديروا له غير الخيط ويدوروه ويلبسوه وزويتنات الرقاق هذوك دوك كاين لا مارشانديز كاينه في السوق والحمد لله تما قد ما نطوروه كاينه كاين القماشات كاين ملاح كل واحد يمشي على قيسه كاين اللي تقدر تشري بالغالي كاين اللي تقدر تشري موين كاين اللي تقدر تشري موان شير كامل كل وحده كيفاش. نور الهدى وانت la tenue traditionnelle préférée c'est quelle? Alors moi c'est vraiment entre le karakou et le blouza.
En tout cas, il te va à merveille. Ça fait البلوزة الأصالة إن شاء الله عودة إلى الأصل خالصة. Et on est tous fiers de nos origines. دايما نفتخروا بالأصول تاعنا، واحد قبايلي، واحد تاركي، واحد مزابي، واحد وهراني، واحد قسنطيني. ونولوا كاع سيدة الجزائر. C'est ça qui fait notre richesse. Toutes les tenues sont magnifiques, chacune raconte une histoire, chacune a ses spécificités, aucune ne ressemble à l'autre. كيما تاع الشاويه نديروا لها العصابه، كيما النيليه نديروا لها قولي لي الريشه. كل حاجه بالمميزه بديالها. على بالك سي تناغ فريمون سي تناغ. على بالك كي تلبسي كي ديري هذيك الجبه ولا كي نبدا نقيس العروس، على بالك جو سوي فيير كي نشوفها هكذاك لابستها. على بالك ما شاء الله ما شاء الله. دونك واش نقولوا حنايا كنا حابين نتكلموا اليوم على البينوار Staifi. Je salue tous les certifiats dans les 4 coins du monde, ils sont partout. Staifi تحية لهم. بينوار ستايفي تخدم بالصدف. بالصدف ماشي يقولوا له صدف. D'accord. C'est une tenue ancestrale, royale. وما عطيناهاش بزاف l'importance. On parle pas, on donne pas beaucoup d'importance à cette tenue. Et j'espère qu'on aura aussi le temps prochainement de parler de... Alors peut-être un petit aperçu, parce que je n'arrive pas à me situer. Le baignoire, alors j'ai fait mes petites recherches, donc نقول لك علاش البينوار. Bon, ربطتها بالبينوار. Ça n'a rien à voir avec le henna. Non. Comme... Pardon? Ça n'a rien à voir avec le henna تاع العروسة. Le baignoire, c'est une tenue. Qui est très connue à Sétif. اليوم العرايس نقول لك نديرها في البينوار تاعي، في الصديرة تاعي. كي البينوار سطايفي قلت لك يتخدم بقماش تاع الصدف، ومن بعد لا ديفيرونس بين البينوار سطايفي والنيلي والوهراني. لا ديفيرونس البينوار ساسكو بلا ساسكوبيسي ويجي واحد لا دونتيل هكذايا رقيقه، وباقي له بخاسك كامل كيف من الفوق لا كارو كاع كيف محسوب. ويلبسوها الصيفيه هكذا يلبسوه لي مامون، يلبسوه لي بيل مير، تلبسوا العروسه، تلبسوا une jeune fille. C'est très beau. Alors le baignoire وعلاش moi j'ai fait mes petites recherches يقول لك باللي ça fait des années des siècles وين كيفاش يقولوا له ان ارتيست اللي يخدم الصنعه اللي يخدم بالعقاش. نو هو العقاش ولا دونتيل. هو دار قماش. الوغ دار قماش هذاك كي في دي رافاج على ليبوك. الوغ نسا كامل كيما واحد الخطره كان واحد القماش جاو اسمه دالاس. تاع دالاس لا بيبا قولوا فيه خلاص. كاين قماش كابيلي اسمه شاشفراك يا في دي رافاج اوسي. الوغ هذا السيد واسمه بونوار. الوغ نقول لك هذا القماش وشنو قماش بونوار فهمتي. ومن بعد افيك لو طون ولا سي ديفورمار مي هو بونوار سي ان سيرتيفيا صنايعي هو اللي يقدر يدير هذا القماش هذا. وقعد بونوار ولا بونوار فامي d'artisans qui a existé depuis des siècles à Sétif. Voilà, donc un grand salut à cette famille. وهذه هي دونك بينوار سطايفي ويتخدم بالصدف. دونك دوكا على بالك دوك القماش كاين كيما تحبي وتشتي. القماش كاين الانواع واشكال. داكوغ كاين تاع بيرلاج، كاين يجيب ثاني بلا موسلين، كاين اللي يجي ثاني غير بلا سوا. دونك صافي كل وحده على حسب مقدورها اللي تخدم بينوار سطايفي. دونك مدام بلقيس نائمه vous préparez aussi un grand défilé de mode. ما نقولوا والو ما انا حابين نخلوها في السر. المهم دون تو سخا vous serez avec nous ان شاء الله نهار العيد. دونك تلبسنا on va porter ces belles tenues ان شاء الله de différentes wilayas et régions. Vous êtes présente aussi à travers les réseaux sociaux. الحمد لله عندي الانستغرام وفيسبوك وجون سي با لا تيك توك. يعني ماشي انا لاني سي فوتر في سي ما في فوالا خادمين. فوالا هي اللي ما ورثتش صنعه عليك بنتك.
عندي وحده اللي ستيليست داكور وحده اللي ستيليست مي مع غير كيما تزوجت الوغ ربي يهنيها بعد تعاود زاد غومير فوالا زاد غومير سيت فوا الله يبارك الله يبارك الله يبارك اي شيء ونلقاوك في زنقة العرايس زنقة العرايس راني جوست نحبها زنقة العرايس علاش باسكو تقدري تقولي 58 ولايه كاع يكونوا تما يجوا لتما اللي عندهم اللي ما عندهمش صافي راني ديسبونيبل بور تو الموند ان شاء الله ربي يعاونك تعيشي ربي يخليك vraiment c'est un honneur de vous avoir parmi nous ce matin. يعطيك الصحة en tout cas très belle continuation Inch'Allah. Amina, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de partager ce moment en ta compagnie. On te retrouve lundi Inch'Allah en compagnie de notre amie Amal Almi et samedi prochain. Samedi prochain Inch'Allah العيد. نو العيد لا مازال العيد تقلقتنا على العيد مازال ان شاء الله الله يجعل يمناك ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي en tout cas merci beaucoup منورها الله معاكم ان شاء الله يا ربي très belle semaine Amina, merci à vous. Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve donc le week-end prochain et demain Inch'Allah vous retrouvez mon ami Amal Almi. Excellente semaine à tous, au revoir.